On va recevoir sur ce plateau dans un court instant des experts, politologues, sondeurs, spécialistes en communication. Mais d'abord, ce qu'il faut retenir des annonces présidentielles avec Hugo Lemonnier. Après 3 mois d'une mobilisation historique contre la réforme des retraites, le président de la République a choisi de s'adresser aux Français dans une allocution sans contradiction. Avec un premier message, la réforme des retraites était nécessaire. Car en effet, alors que le nombre de retraités augmente, que notre espérance de vie s'allonge, la réponse ne pouvait pas être de baisser les pensions. Elle ne pouvait pas être non plus d'augmenter les cotisations de ceux qui travaillent. Et elle ne pouvait pas être, comme je l'ai beaucoup entendu, de ne rien faire. Car c'était alors laisser les déficits s'accumuler et notre dette augmenter pour les générations futures. Faute d'abandonner le report de l'âge légal à 64 ans, Emmanuel Macron fait un constat. Le gouvernement n'a pas su convaincre. Cette réforme est-elle acceptée? À l'évidence, non. Et malgré les mois de concertation, un consensus n'a pas pu être trouvé. Et je le regrette. Nous devons en tirer tous les enseignements. Vivement critiqué par les organisations syndicales depuis la promulgation de la réforme, quelques heures seulement après la décision du Conseil constitutionnel, le président appelle maintenant à une reprise du dialogue social. Et cela afin d'ouvrir, sans aucune limite, sans aucun tabou, une série de négociations sur des sujets essentiels. Améliorer les revenus des salariés, faire progresser les carrières, mieux partager la richesse, améliorer les conditions de travail, trouver des solutions à l'usure professionnelle, accroître l'emploi des seniors et aider aux reconversions. Le chef de l'État dresse par ailleurs une liste de 3 grands chantiers. D'abord le travail, puis la justice, l'immigration, la réforme des institutions et pour finir, le progrès. Je veux que chacun d'entre vous retrouve la certitude que nos enfants pourront bâtir une vie meilleure. Et ce sont nos services publics qui devront porter cette espérance, de la petite enfance au grand âge. Un nouveau discours de la méthode, plutôt qu'un programme. Et enfin, un calendrier. Le président se donne 100 jours et fixe un rendez-vous avec les Français le 14 juillet pour dresser un premier bilan de son action. Merci. Allez, je vous présente tout de suite les invités de ce second débat. Florent Wadillo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes président du think tank du Cercle de réflexion Letterie et enseignant à Sciences Po. Pierre-Adrien Bartoli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, directeur des études politiques chez Harris Interactive. Pascal Perrineau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Pascal, vous êtes politologue et professeur à Sciences Po et vous attendez un stylo. Donc je passe le message en régie. Si on pouvait trouver un stylo pour Pascal Perrineau, ce serait vraiment sympa. Émilie Zapalski, spécialiste en communication politique, est restée à mes côtés. Merci Émilie. Peut-être une première intervention, on a beaucoup parlé du fond avec nos invités politiques dans la première partie de cette édition spéciale. Peut-être sur la forme. Je commence avec vous Florent Wadillo. Qu'est-ce qui vous a frappé dans le ton du président de la République ce soir ? Par rapport à sa précédente intervention, par exemple, j'ai trouvé que le président de la République était beaucoup plus dans un ton maîtrisé, dans un ton beaucoup plus neutre. J'avais eu l'occasion de dire sur votre plateau que la précédente intervention était à mes yeux un peu orgueilleuse. Ça n'était pas le cas ce soir. On retrouvait finalement le Emmanuel Macron. Donc on est toujours en train de chercher quel Emmanuel Macron, quelle saison on a perdu en quelque sorte. Mais il était finalement dans un ton assez maîtrisé, assez serein, présidentiel. En réalité, c'est l'exercice qui le requérait, parce qu'il n'avait pas... On est dans l'allocution solennelle. Voilà. Dans un cadre assez connu, avec finalement un séquencement de la vie politique qui était assez classique, c'est-à-dire une crise politique durable, donc une allocution présidentielle, courte, il faut le noter, très courte même. La chute 13 minutes 30. Hein. Oui, mais la chute était presque surprenante. Heureusement qu'il y a la Marseillaise parfois. Et donc, c'est finalement un élément assez classique qui me fait penser à ce que Brigitte Gaïti appelle la sortie charismatique de crise. C'est-à-dire que le président de la République, il a des connaissances, mais visiblement, il n'a pas assez d'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise, le président de la République fait une sortie pour essayer de temporiser, de calmer. Là, le président de la République a fait une sortie. Je ne suis pas sûr qu'il ait ni temporisé, ni calmé, ni offert des perspectives. Pascal Perrineau, il y a eu plusieurs temps depuis 6 ans maintenant qu'il est au pouvoir, heureusement, et des occasions quand même, Emmanuel Macron, dans la forme, a su réinventer un peu le discours présidentiel. Là, ce n'était pas le cas, mais ce n'était pas le cadre non plus. On était dans l'allocution solennelle marseillaise en tête. Ce n'était pas le cadre, ce n'était pas le moment non plus. Les Français, en effet, comme il l'a répété à je ne sais combien de reprises, sont en colère. Et il ne s'agissait pas de tenter
tenter d'innover dans la forme. Hein. Il fallait faire dans le classique. Et là, il a fait dans le classique, à la fois dans le ton, dans le lieu, dans le contenu du message. Est-ce qu'il y a un peu de mea culpa pour vous, Alors, même en creux? Non. En creux, oui, entre les lignes, on peut lire un mea culpa. Quand il dit, au fond, voilà, cette réforme est non acceptée, j'allais dire, oui, elle est non acceptée, et il y est peut-être pour quelque chose. Voilà. Mais voilà, il faut vraiment lire entre les lignes. Mais il n'y a pas eu de mea culpa affiché. Il manquait un tout petit peu dans l'intervention présidentielle, j'allais dire, d'affect. Hein, les Français réagissent dans la rue avec beaucoup d'affect. Hein, il y a beaucoup de passion, parfois de passion triste, parfois de passion moins triste. Et le président de la République, en effet, reste, en effet, vous le disiez, d'un calme, d'une sérénité absolue. Alors que tout de même, ça a énormément tangué. Et on ne sentait pas, si vous voulez, que le président, en haut du système, a pris conscience de l'ampleur du tangage que la France a traversé et continue peut-être à traverser. Ouais. On verra ça le 1er mai. Le deuxième élément aussi, il n'y a pas de nouveauté. Pas de nouveauté dans la forme, mais pas de nouveauté aussi au fond. Tous les grands dossiers qu'il annonce sont des dossiers qui sont déjà en cours. Ouais. Alors ça, on y reviendra un peu plus tard, si vous voulez. Et puis, Pascal. Le côté, voilà, bref, mais bref aussi dans l'évaluation. Ouais. Quand il dit, voilà, le 14 juillet, on fait dans 100 jours, hein, on fait le bilan. Ouais. Je veux dire, attention, d'ailleurs, dans l'histoire de France, les 100 jours, vous voyez, c'est napoléonien, mais ça lui a pas finalement, ça lui a pas bien réussi. Pas forcément très bien. Ne l'oublions jamais. Comment vous analysez l'intervention présidentielle, Pierre-Adrien Bartoli, par rapport aux cibles qu'il cherchait à toucher, puisque c'est aussi ce qu'on vient chercher dans votre expertise, évidemment. Je pense qu'on comprend bien l'allocution quand on réfléchit aux cibles, et notamment aux personnes à qui il parlait en premier, c'est-à-dire ses sympathisants, pour les agréger autour de lui, et éventuellement cette deuxième cible, ces sympathisants des Républicains qui ne sont pas si éloignés de lui et dont il va avoir besoin, vu que son aile gauche, disons, ces gens de centre-gauche qui le voyaient plutôt d'un bon œil au début du mandat, commencent un petit peu à l'abandonner. Là-dessus, c'est plutôt bien réussi, c'est-à-dire qu'il prend un ton neutre, il reste dans le cadre assez classique de l'intervention présidentielle, et surtout, à aucun moment, ni sur le fond, on y reviendra, ni sur la forme, il cherche à convaincre. Parce que quand il cherche à convaincre, il clive. C'est la base de la discussion à portée de baffe presque du président de la République qui l'aime, on le sait, et qui n'était pas du tout le format, c'est pas une interview, c'était une allocution, et qui était surtout quelque chose qui parfois le dessert parce que l'emmène dans ses travers. Donc on a vu un président assez calme, assez neutre, assez en retenue. Sans affect, ce que disait Pascal Perrineau. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'affect et donc pas vraiment d'empathie vis-à-vis des Français. Et ça, c'est un problème parce que on aurait pu s'attendre à un président qui allait dire, après toute la séquence, on est en désaccord sur le fond, on est d'accord, hein, mais je vous ai compris. Et en fait, toute la séquence et toute l'allocution vise plutôt à dire « vous ne m'avez pas compris », ce qui, à mon avis, est compliqué pour recréer du lien. Effectivement, le mot de confiance, ça va être un mot très important dans les prochains jours et dans les prochaines semaines, notamment dans sa façon de convaincre les syndicats à revenir autour d'une table de négociation. C'est vraiment l'enjeu. Ce ne sera pas avant le 1er mai, on l'a bien compris, hein, de toute façon, mais après, ça va être quand même très compliqué. Ça peut être intéressant, Émilie, de comparer, on a commencé à le faire là, mais vraiment, cette intervention avec l'interview télévisée du 22 mars dans les trésors de TF1 et France 2. On est dans deux formes différentes, mais c'est vraiment intéressant de les comparer. Oui, la forme était différente, l'horaire était différent, beaucoup plus solennel, c'est vrai, beaucoup plus classique, mais c'est vrai qu'on a eu un Emmanuel Macron, parmi les multiples facettes, beaucoup moins provocateur. On a eu quelqu'un quand même de beaucoup plus ouvert, il y a eu le jeu, il y a eu le nous, il y a eu beaucoup de mots sur les rassemblés. Un mea culpa, je pense quand même en creux, quand il l'a dit, il n'y a pas eu d'acceptation de la réforme, pas de consensus, il faudra en tirer les enseignements, mais on ne sait pas très bien ce que ça veut dire derrière. Il reconnaît aussi la colère, et pas du tout de la même façon que le 22 mars à 13h, puisqu'il avait parlé des factieux, des factions. Là, il dit, ce sont des manifestations pour l'immense majorité qui sont tenues dans le calme, et même, il ajoute, dans le respect des institutions. Et il dit, personne, et surtout pas moi, ne peut rester sourd. Voilà.
Voilà. Il anticipe les critiques des oppositions sur le thème, il reste C'est-à-dire que je reconnais la colère, mais je ne sais pas quels enseignements on peut en tirer, donc il reste assez nébuleux là-dessus. On le voit aussi, on l'a dit, entre l'urgence et l'apaisement, c'est-à-dire à la fois je prends acte de cette non-acceptation, mais je vais vite au chantier, et puis je m'évite la date du 14 juillet, fête nationale, en parlant de l'indépendance nationale. Il a parlé beaucoup de ça, et il y est revenu enfin sur cette fameuse date des 100 jours. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas forcément la même façon de communiquer son émotion, ou en tout cas de ressentir les choses, parce que j'ai senti des séquences émotions qui m'ont fait penser aux vœux aussi. Alors, il n'y a pas que quand il a parlé de Notre-Dame, il a dit jour pour jour, c'est le moment où Notre-Dame, et je vous promettais que j'allais rebâtir, je disais qu'on allait rebâtir Notre-Dame. C'était un peu la séquence émotion, larmes à l'œil, et je pense que pour lui, ça veut dire beaucoup, et pour nous, peut-être un peu moins. Donc, c'était cette idée de refaire cet élan. Les bâtisseurs, il avait parlé pendant ses vœux de la génération de bâtisseurs que nous étions, les Français et les Françaises. Je pense que quand les bâtisseurs sont plutôt en train de compter leurs sous, c'est pas tout à fait les mêmes soucis, et ça fait pas écho aux mêmes émotions, je pense. Il a dit aussi, je nous fais confiance. Il y a eu beaucoup, ces mots, on l'a dit, de mieux associer les corps intermédiaires. Mais toujours pas la méthode, toujours pas les preuves d'amour qu'on aurait pu imaginer là-dedans, de solliciter les forces, que ça soit par des coalitions ou des alliances. Donc on a senti cette main tendue, mais malheureusement on voit pas tellement de gens en face de cette main tendue, beaucoup plus de calme, un élan, il a l'envie de faire un élan, à la fin il a terminé, je pense que c'était d'ailleurs à propos de Notre-Dame, sur l'élan provoqué, et que l'élan et les 3 chantiers qui devaient nous rassembler. Voilà, donc c'était beaucoup plus de calme en tout cas que le 22 mars à 13h, mais un président peut-être pas assez concret sur les préoccupations du quotidien. Beaucoup de promesses, mais pas forcément de preuves réelles. Merci Émilie pour ce résumé sur la forme. Alors il y a évidemment ce qui nous a tous frappés, les 100 jours, on l'a déjà évoqué, mais on va pouvoir en débattre un peu plus longuement. Il conclut en disant 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action. Et écoutez le moment où il donne finalement, dans cette feuille de route, aussi un calendrier, les 100 jours. Le 14 juillet prochain doit nous permettre de faire un premier bilan. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France. C'est notre devoir. Et je vous fais confiance. Je nous fais confiance pour y arriver. Florent Vadillo, c'est effectivement, on l'a dit dans notre premier débat politique, mais c'est en général un discours qu'on entend chez un nouveau président fraîchement élu qui se dit j'ai 100 jours pour faire les grandes réformes, allons-y. Alors évidemment, Emmanuel Macron, quand il choisit cette expression, il sait qu'on a tous cette référence en tête, lui aussi il l'a en tête. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que depuis une semaine, on a montré les tiraillements qu'il pouvait y avoir au sein de l'exécutif, enfin, entre le apaisé d'Elisabeth Borne et le accéléré d'Emmanuel Macron. Moi, 100 jours, j'entends accélérer, forcément. Et vous? Moi, j'entends 3 messages qui sont convergents. Le premier, c'est que c'est presque l'espérance de vie d'Elisabeth Borne. Parce que le premier bilan, ça sera aussi celui d'Elisabeth Borne. Pour l'instant, c'est un échec depuis le cap fixé le 22 mars. Elle devait élargir, elle devait apaiser, elle devait convaincre. Ah oui, mais là, j'ai la musique de Mission Impossible qui sonne dans ma tête. Je pense qu'elle l'avait, elle aussi, cette musique. Bah oui. Donc, il y a ces premiers 100 jours. Le deuxième élément, c'est qu'à force de toujours prendre un calendrier, une scénarisation de la vie politique, en fait, on est dans une scénarisation de la vie politique, ça montre qu'on ne maîtrise pas le temps politique. Parce que le président de la République essaie de reprendre la main sur un agenda politique dont il a perdu l'initiative. Parce que désormais, ce sont les manifestations qui rythment cet agenda politique, les prises de parole de Laurent Berger. Donc on est vraiment sur une dynamique où la majorité n'a plus la main. Et le troisième élément, c'est à mon sens qu'il connaît parfaitement le calendrier, évidemment, parlementaire qui est le sien. Et ces 100 premiers jours, en réalité, il n'y aura de travail ni sur la question du travail, précisément, puisqu'elle vient plus tard en juillet. Il n'y aura pas sur la rénovation écologique, puisque une partie des annonces a déjà été faite. On ne voit pas ce que la Première ministre va annoncer. En revanche, au Parlement, il y a une loi très importante qui est la loi de programmation militaire. Et donc, avec les 413 milliards d'euros, dont la plupart est après 2027, mais c'est néanmoins un effet d'annonce, le président de la République va jouer l'indépendance nationale, terme qui est revenu très souvent
presque étonnamment souvent, l'indépendance nationale, les sujets consensuels, parce que va-t-on se déchirer sur les questions militaires, et puis le président de la République qui préside. Donc finalement, il a annoncé un calendrier, une scénarisation dans laquelle il maîtrise tout de même quelques-uns des ressorts principaux pour sa narration. Alors, il y a deux aspects sur lesquels je veux bien qu'on rebondisse. C'est effectivement la question du maître des horloges. Et puis, je reprends le tout début de votre intervention sur, finalement, l'avenir d'Elisabeth Borne. Pascal Perrineau, il n'y a pas eu beaucoup de mots gentils pour Elisabeth Borne, ni le 22 mars, ni ce soir. Hein. Non. Il a botté pour l'après en disant voilà, ça manque peut-être un peu de concret si on lisait entre les lignes, mais pour le concret, vous verrez avec Madame la Première ministre. Hein. Feuille de route la semaine prochaine. Voilà, la feuille de route la semaine prochaine. Donc, Madame Elisabeth Borne va se mettre au travail pour mettre en musique la partition présidentielle. Mais là, on est dans la répartition des rôles relativement classique. Mais il aurait pu, pardon de vous interrompre, profiter de cette allocution pour marquer un soutien plus fort. Pour marquer un soutien. Et là, on est bien dans un Emmanuel Macron qui a beaucoup de mal à accorder de la place à la fonction primo-ministérielle. C'était déjà le cas pour les deux premiers ministres précédents. Oui, mais c'était déjà le cas pour les deux présidents précédents aussi. Et pour les deux, bien d'accord que c'est le rythme quinquennal. Tout à fait, le rythme quinquennal a changé certainement, et les tempéraments aussi peut-être. Mais là, j'allais dire, c'est peut-être porté avec Emmanuel Macron à son point d'orgue. On se disait, tiens, l'hyperprésidence, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a inventé, mais quelque part, c'est peut-être Emmanuel Macron qui est en train de la réaliser. Parce que tout de même, dans cette courte intervention, j'allais dire, il commence, en assumant totalement le scénario qui s'est passé. Il nous dit, voilà, la loi sur les retraites a été votée, elle est conforme à la Constitution, elle est marquée par, certes, elle vous demande un effort, mais elle est marquée par la justice, et troisièmement, elle était nécessaire. Et puis ensuite, une fois que ça a été bien cadré, bon, maintenant, parlons de la suite. Vous allez être un peu plus raisonnable, vous allez peut-être revenir, et je vais vous donner quelques bonnes raisons de revenir à la table des négociations. Donc, c'est tout de même un homme qui reste droit dans ses bottes, pour reprendre une très vieille expression. Et là, ça manque peut-être, j'allais dire presque d'une habileté. Parce qu'on peut dire, voilà, maintenant, ça y est, les choses sont faites, ça s'est toujours passé comme ça dans la réforme des retraites, la loi est votée dans une atmosphère où personne n'est d'accord, ou bien parfois ça se passe par la voie réglementaire aussi, et personne n'est d'accord, et puis après on reprend le cours des choses. Mais là, étant donné l'intensité de l'opposition qu'il a reconnue, c'est une réforme non acceptée. Là, les termes sont lourds. Parce que cette réforme, elle a été tout de même acceptée par certains. Voilà. Oui, il y avait quand même un tiers des Français qui la dans son électorat à lui. Oui, mais par rapport, Pascal Perrineau, par rapport aux précédentes réformes des retraites, qui certes étaient impopulaires, là, il y a la dimension de la méthode gouvernementale et parlementaire qui rajoute, ça rajoute, alors moi je ne sais pas s'il faut employer le terme crise démocratique, mais en tout cas questionnement sur le fonctionnement de la démocratie et sur l'exercice du pouvoir. Donc c'est un cran supplémentaire, je trouve. C'est un cran supplémentaire parce que ça s'est passé dans un contexte de brutalisation assez intense. Les instruments utilisés... Alors, chaque instrument en tant que tel, ça ne pose pas de problème, mais le cumul des instruments, du parlementarisme rationalisé, utilisé dans une certaine fièvre, ça crée un certain climat. Oui, mais le Conseil constitutionnel a dit c'est bon. Bien sûr. Il a dit que c'était un caractère inhabituel d'accumulation des procédures. Voilà, et c'est là où il se permet de juger un peu l'opportunité de la réforme. Mais on sait que le Conseil constitutionnel, il juge le droit. Et juridiquement, en effet, il a constaté qu'il n'y avait pas, sauf point de détail, qu'il n'y avait pas de problème majeur. Mais là, on est au cœur de ce qui se passe depuis un an. Parce qu'au fond, c'est une situation radicalement nouvelle, gouverner avec un déficit de 40 à 45 députés. C'est une situation tout à fait nouvelle. Comment vous faites pour gouverner Ou bien vous passez un accord, c'est le bruit qu'on entend aujourd'hui, vous passez un accord avec une force qui est une force d'opposition, c'est le fameux « y aura-t-il un jour ou non un accord avec les LR, combien de LR, etc. » Ou bien vous faites ça et vous arrivez à gouverner, j'allais dire, relativement pacifiquement. Ou bien vous brutalisez
à la fois les oppositions et votre majorité. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et je ne vois pas très bien une troisième solution. Ouais. Alors justement, je viens vers vous, Pierre-Adrien Bartoli, parce que dans les options, et que vous avez testé évidemment auprès de l'opinion publique, il y a l'option dissolution, l'option remaniement, et je reviens au destin d'Elisabeth Borne, l'option changement de Premier ministre. Qu'est-ce qui domine d'une certaine façon dans les souhaits des Français? La dissolution, mais ça, Emmanuel Macron ne va pas y aller, hein, on a bien compris. Mais c'est un peu le problème, c'est que toutes les options sont un peu sans issue. C'est-à-dire que si on teste l'option de la dissolution, bon, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de faire des intentions de vote. On prend avec prudence. Les intentions de vote, elles nous disent quelque chose de très clair, c'est que la majorité sera encore moins importante pour Emmanuel Macron s'il devait dissoudre, voire même il pourrait ne pas l'avoir du tout. Si on prend la question du changement de Premier ministre, oui, on a potentiellement une impulsion qui serait différente, mais est-ce que ça élargit la majorité au sein de l'Assemblée? A priori non, en tout cas pas dans l'équilibre actuel des forces. Est-ce que ça remobilise son camp qui aurait perdu confiance dans la Première ministre alors qu'ils sont toujours derrière le Président de la République? Pas vraiment. Elisabeth Borne, elle n'a pas un problème au sein des sympathisants Renaissance. Ils ne la critiquent pas plus que ça. Elle fait le job pour eux. Le problème, c'est qu'elle n'élargit pas. Elle ne va pas chercher ailleurs. Et ça, pour le coup, c'est pas quelque chose qui pourrait être résolu. Donc les options sur la table sont quand même très très limitées. Là, ce qui fait pour l'instant, c'est un petit peu du damage control en bon français, c'est-à-dire qu'il va parler à sa cible en lui disant, et il le dit sur toute la fin de l'intervention, je suis le président que vous connaissez. C'est ça toute la fin de l'intervention. Notre-Dame, c'est « je vous l'avais dit, je l'ai fait, donc vous pouvez me croire ». Nous l'avons fait d'ailleurs. Oui, nous l'avons fait. C'est un nous. Il y a le jeu pour donner l'impulsion et le nous pour réussir à tenir le défi des 4 ou 5 ans. Et il le dit aussi quand il parle du Covid. En disant c'était un moment où on était tous ensemble, tous réunis. J'ai mis la France au centre de leurs intérêts et je vous ai quelque part pris sur mon dos et on est tous partis ensemble. Il appelle à retrouver l'esprit de responsabilité de la période Covid. Absolument. Et toute cette partie-là du discours, c'est ça. C'est faisons bloc déjà entre nous, parce que la capacité d'élargir, que ce soit dans l'opinion, avec ces 3 grands pôles qui quand même désormais sont assez stables dans toutes nos enquêtes, ou à l'Assemblée, où on voit très bien que la possibilité d'élargir les majorités est peu probable, en tout cas à ce stade, ça bloque un peu. Ouais. Alors justement, ça bloque un peu. Pour débloquer, Emmanuel Macron se retrouve... Certains y verront une ironie, obligé d'ouvrir la porte et de s'appuyer sur les corps intermédiaires et notamment les syndicats, l'intersyndical, particulièrement uni depuis 3 mois. Je vous propose 2 réactions tout de suite. D'abord, celle de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui nous parle d'un Emmanuel Macron sourd et désincarné. Sophie Binet, ça doit être prêt, vous voyez, c'est en régie, il faut que le magnéto, c'est une expression de mon époque, il n'y a plus de magnéto, mais c'est pas grave, on va faire comme s'il y avait un magnéto et qu'il était en train de tourner et que donc le son de Sophie Binet est prêt, voilà. La question qu'on se pose, c'est sur quelle planète vit Emmanuel Macron. Cette allocution aurait pu être faite par ChatGPT. Il y avait un côté très désincarné. Et on se demande depuis 3 mois dans quel pays il vit, parce qu'on a le sentiment qu'il n'a pas entendu ce que lui ont dit et répété les millions de manifestantes et de manifestants, les millions de salariés grévistes, toutes les organisations syndicales qui lui ont dit cette réforme est violente, injustifiée et on peut faire autrement. Puisque au début de son allocution, il a recommencé à expliquer qu'il n'y avait pas d'autre solution, que c'était indispensable, etc. Chose qu'on a expliquée sur tous les tons en faisant des propositions alternatives qui n'ont pas été examinées. Autre réaction, celle de Laurent Berger, cette fois-ci pour la CFDT, un vide dans l'intervention. Voilà ce qu'il nous dit. Il y a une espèce de vide dans l'intervention du président de la République. Il n'y a rien dedans qui ait une forme de considération à tous ces travailleurs et travailleuses qui sont touchés parce qu'ils vont devoir travailler 2 années de plus. Donc on attendait autre chose, évidemment. Et quant aux perspectives qui sont données, c'est un peu un discours de la méthode pour une 10e fois, mais rien de concret. Florent Madio, ce qui est intéressant dans les réactions des leaders, chefs de file de l'opposition, des oppositions de gauche, c'est que, et c'est le vrai aussi d'ailleurs des syndicats, et c'est logique, c'est qu'ils renvoient tous vers le 1er mai. Là, aujourd'hui, on a l'impression que de toute façon, il y a une situation figée, qu'il ne peut rien se passer avant cette démonstration de force du 1er mai. Mais si on essaye de se projeter un peu après, un Laurent Berger, il va finir par peut-être saisir l'opportunité d'une négociation quand même.
Effectivement, je pense qu'il n'a pas d'autre choix, parce qu'il y a une intersyndicale, mais ça n'empêche pas les syndicats d'être rivaux, néanmoins. Bien sûr. Alors certes, les élections professionnelles ne sont pas lointaines, donc les échéances viendront. Mais la CFDT, elle a une base extrêmement réformiste. Et donc, sur la durée, en dehors de l'épisode de réforme des retraites, je pense que ça serait compliqué de maintenir une position de fermeture totale, alors que des acquis sociaux pourraient être arrachés, et que c'est d'ailleurs l'obligation désormais du président de la République, puisque les républicains, comme les syndicats, demandent des acquis sociaux. Alors, pas nécessairement les mêmes, mais enfin, dans tous les cas, il faudra qu'il y ait un bilan social, puisque tout le monde se rallie à ce sujet-là. Donc, Laurent Berger, il est condamné, et il le sait, il est condamné à retourner à la table des négociations. Il a d'ailleurs, dans les déclarations récentes, malgré un contexte de tension, il n'a pas du tout évacué le fait qu'il retournerait à la table des négociations. Ce qui n'est pas le cas de ces autres partenaires de l'intersyndicale. Donc on peut, alors on ne va pas tirer les plans sur la comète, mais imaginer que cette union syndicale très solide jusqu'à présent va finir par se fissurer un jour ou l'autre, quoi. Non, dans la stratégie, pas forcément, ça ne veut pas forcément dire ça. Non, je pense qu'il y a un intérêt à ce que l'intersyndicale poursuive un combat symbolique, lancinant, sur la réforme des retraites. Et que à chaque fois qu'il y a une négociation, le préalable, ça soit de remettre sur le tapis la réforme des retraites, parce que c'est un catalyseur et que les syndicats en ont besoin. Ils n'ont jamais été aussi utiles que dans la période qui vient de s'écouler. Donc ça sera un peu leur motto que de dire la réforme des retraites, la réforme des retraites. En revanche, une fois que ce préalable aura été acquis, je pense que pour la CFDT, il y aura la volonté de décrocher des acquis sociaux et de pouvoir valoriser son bilan de syndicat réformiste. Ce qui n'est pas du tout l'optique des deux autres syndicats qui composent l'intersyndicale. Donc je crois que chacun jouera sa partition tout en étant respectueux de cette intersyndicale qui, en termes de capacité de mobilisation, a clairement remis les syndicats sur le devant de la scène. Ça, c'est évident. Et puis quand même, sortir de cette séquence, mais au sens large, j'englobe dedans les futures négociations en disant voilà ce qu'on a obtenu. Pas simplement pour les syndicats sortir sur un constat, malheureusement la réforme des retraites elle a été votée, promulguée et finalement appliquée. Émilie, vous vouliez intervenir? On a l'impression, je reviens sur le mot parallèle, c'est pas la première fois que Sophie Binet utilise ça, de la CGT, elle parlait de réalité parallèle que vivait le gouvernement. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a deux mondes. C'est aussi ce que dit, pardon de nous interrompre, Jean-Luc Mélenchon, irréel Macron, complètement hors de la réalité. Voilà, ça revient souvent, mais parce qu'ils ont même pas le même timing, pas le même temps du tout. Les syndicats sont bloqués en effet sur le 1er mai et sur cette réforme des retraites 64 ans. On l'entend quand même, même si Laurent Berger éventuellement serait prêt à négocier, on l'entend bloqué là-dessus. Dans les propos que vous avez reportés là, alors qu'on a un Emmanuel Macron qui se projette et qui insiste beaucoup sur l'indépendance nationale, puisque c'est ce qu'il dit aussi à l'international sur l'Europe, cette vision beaucoup plus globale sur, en gros, je porte ça contre vents et marées, et même contre vous tous, parce que c'est pour le bien de la nation, pour un projet, c'est son destin en fait, c'est de réhabiliter la France parmi les puissances pour le bien-être des gens. Et je pense qu'il est dans un monde comme ça, parallèle, sur ça, parallèle ou pas, en tout cas c'est son monde à l'heure actuelle, et on sent presque des accents de Gerhard Schröder, de sacrifice en fait pour des réformes qui modifieraient tellement le pays qu'il irait beaucoup mieux. Il y a vraiment deux dialogues qui peuvent pas, en tout cas deux partis qui peuvent pas pour l'instant se parler tant que c'est pas purgé la réforme des retraites. Pierre-Adrien Bartoli, 100 jours mais déjà 15 jours de moins quoi. Puisqu'il faut attendre début mai. Non mais c'est vrai, hein, on est dans ce constat de réalité. Non, c'est sûr, et je rebondis sur ce qui vient d'être dit, c'est que ces deux réalités parallèles, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, c'est aussi deux positionnements qui sont très très différents. Quand on compare l'intervention d'aujourd'hui, non pas celle d'il y a un mois, mais celle de 2018, le 10 décembre 2018. On est un mois après le début des Gilets jaunes, et c'est le moment où Emmanuel Macron reprend la main. L'intervention est complètement différente. Là, Emmanuel Macron, il laisse un espace, parce qu'il ne va pas au contact en 2018 lors d'intervention. Il fait, c'est une allocution sur ce format-là, il fait premièrement un mea culpa très fort. On n'est pas allé assez vite et assez fort sur les réformes, c'est ma faute, mais les choses vont changer. C'est des mesures concrètes qu'on n'a pas eues ce soir, parce qu'il nous a renvoyé à la Première ministre, c'est les 100 € pour les personnes qui sont au SMIC à l'époque. Et puis c'est le grand débat national, où il dit « moi, je vais me déplacer et je vais rencontrer les gens ». Ce qui n'est pas du tout ce qu'on a vu là, parce qu'il a ce positionnement effectivement un peu en surplomb du président de la République, qui dit « j'ai une vision, je refixe le cap », on utilise l'expression en permanence ces temps-ci, et le reste du gouvernement ensuite mènera les réformes. En faisant ça, il montre qu'il est en surplomb et qu'il a une vision à long terme. En revanche, il laisse le champ libre
à son gouvernement, c'est sûrement très bien, mais aussi aux oppositions. Alors, je rappelle qu'il y a eu il y a 3 grands chantiers qui ont été lancés par le président de la République. Le chantier du travail, avec le nouveau pacte de la vie au travail, le chantier de la justice et de l'ordre républicain, et on va écouter l'extrait d'Emmanuel Macron sur ce thème dans un court instant. Et puis, il y a le chantier des services publics, ce que le président de la République décrit en disant le progrès pour mieux vivre, où là, il rappelle ce qui a déjà été fait, à la fois dans l'éducation nationale et la santé, en annonçant de futures mesures. On va faire un focus ensemble, si vous le voulez bien, sur cette question de justice et ordre républicain, parce que c'est intéressant sur le clin d'œil au parti LR. On écoute Emmanuel Macron sur ce thème. Deuxième chantier est celui de la justice et de l'ordre républicain et démocratique. L'état de droit est notre socle. Et il n'y a pas de liberté sans loi, ni sans sanction envers ceux qui transgressent le droit des autres. Dans ce but, nous continuerons à recruter plus de 10 000 magistrats et agents, continuerons d'améliorer le fonctionnement de notre justice, et nous sommes en train de créer 200 brigades de gendarmerie dans nos campagnes. Alors on avait sur ce plateau, dans la première partie de l'émission, le sénateur LR Stéphane Le Rudulier qui disait finalement... J'ai eu un discours de droite, quoi. Voilà, il était aussi cash que ça. Je vais vous poser la même question à tous les deux. Je commence avec vous, Pierre-Adrien Bartoli. Est-ce que c'était un discours de droite, ou en tout cas, est-ce que le clin d'œil était très marqué vis-à-vis des LR? Oui, très appuyé. Pour le coup, les choses sont très claires. Auprès des LR, auprès de sa base aussi. Il ne faut pas oublier que la base d'Emmanuel Macron, elle a changé. On n'est plus en 2017 avec 2 tiers d'électeurs de gauche. C'est plus ça, l'électorat d'Emmanuel Macron. Mais oui, c'était un clin d'œil à LR. Et ce n'était pas le seul, d'ailleurs. Parce que toute la partie finale sur une sorte de retour du libéralisme après le quoi qu'il en coûte, toute la partie, cette bureaucratie trop importante qu'il faut arriver à dépasser, c'est un peu la même chose. C'est un appel du pied, c'est montrer qu'on arrive à parler la même langue, qu'on a potentiellement les mêmes valeurs, et pourquoi pas construire quelque chose ensemble demain. Ouais. Pascal Perrineau, est-ce que on en parle depuis des mois, et vous êtes venu sur ce plateau en parler plusieurs fois, et c'était passionnant, mais cette hypothèse d'un accord de gouvernement ou d'une coalition avec LR, ça va être le serpent de mer de ce second quinquennat, ou alors ça peut aboutir? Ça va être le serpent de mer parce que ça a des raisons objectives d'être le serpent de mer. Parce que ou bien le président de la République arrive à reprendre l'initiative et à construire ce qu'on appelait jadis des majorités d'idées, projet par projet, avec la Première ministre, qui arrive à faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire sur les retraites. Ou bien se posera bien, si l'on veut stabiliser les choses, pour 4 ans, parce que c'est pas un an qui reste, c'est 4 ans, se posera bien à un moment la possibilité d'un véritable accord de gouvernement basé sur un compromis, comme le font, mais j'allais dire, toutes les grandes démocraties parlementaires. Simplement, nous sommes, dans une démocratie à forte dimension présidentielle qui rend les choses plus compliquées. Mais avant d'en arriver là, vous voyez qu'il a envoyé dans son message, et dans les 3 chantiers, j'allais dire, il y en a un peu pour tout le monde. Si on veut caricaturer l'ordre, pour la droite, le travail pour la gauche, et les progrès, les services publics pour tous, quoi. Et voilà, on voit bien que le président cherche au plan électoral à continuer à s'adresser. D'ailleurs, il en a parlé à un moment de son patrimoine, de sa spécificité, qui cherche à dépasser le clivage gauche-droite. Donc, il reste toujours dans cette idée. Parce qu'il se rend bien compte, quand il appelle à la fin à l'apaisement et à l'unité, qu'il faut bien que ce pays, pour fonctionner, ait une unité. Alors là, il cherche un peu une unité à la base, en disant « cherchons à retrouver, du moins dans ces 100 jours, un peu d'apaisement à l'unité ». Mais il y a toujours une relation entre le sommet et la base, et un jour, il faudra se poser le problème d'une unité partielle, relative, au sommet. Sinon, je ne vois pas très bien comment ça va fonctionner pendant 4 ans. On a l'impression que c'est quand même un peu un échec du en même temps. Parce que là, finalement, s'il y a une coalition avec les LR, c'est une espèce de nouvelle droite, finalement. C'est perdant-perdant. C'est-à-dire que les LR se retrouveraient complètement fondus dans ce en même temps qui deviendrait quelque part la nouvelle droite. Donc on voit qu'il y a une limite à ce projet de 2017 qui était beau sur le papier,
pragmatique, d'aller chercher à droite et à gauche ce qu'il y a de bien, mais qui, globalement, sur la pratique, n'a pas l'air de bien fonctionner, puisque là, on voit un Emmanuel Macron qui est quand même très isolé, que ça soit, on en a parlé sur les syndicats, mais aussi sur les forces politiques, et qui avance, comme vous l'avez dit, avec de plus en plus d'autorité. Parce que si on parle du régalien, on a quand même une manifestation de l'autorité de plus en plus forte. Il y a un élément, alors c'était dans le même chapitre sur justice, ordre républicain, Florent Badi, dont on a finalement peu parlé, en tout cas pas encore avec vous, mais pas non plus dans le premier débat, c'est sur nos institutions. Il ouvre la porte en disant, rendez-vous avec la présidente de la... Doucement, vous dites... Doucement, oui, mais bon, avec la présidente de l'Assemblée nationale et avec le président du Sénat pour revoir le fonctionnement de nos institutions. Alors, je vous vois goguenard un petit peu, ou dubitatif. Non, mais ça fait partie effectivement d'un running gag qu'on connaît chez Emmanuel Macron depuis qu'il est élu, puisque la première réunion du Parlement en congrès, c'était sur la réforme des institutions, avec exactement les mêmes anciennes qui reviennent, c'est-à-dire le temps de la démocratie, on doit aller plus vite, avec plus de démocratie. Donc, franchement, on reprend le discours de je crois, juillet 2018 et on regarde cela, c'est la même chose. Entre-temps, il y a quand même 2 avortements constitutionnels. C'est-à-dire, la première tentative de réforme a échoué et la deuxième tentative où il a essayé de revenir vers Gérard Larcher a tout autant échoué. Ouais. Donc, je cherche à comprendre, en réalité, au-delà des gadgets grâce au CESE qui se retrouve une seconde jeunesse... Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas cité, mais il a lui cité le président du CESE. Et en réalité, il n'a plus que ça. Parce que c'est bien parce que la bénévolence du CESE qui y trouve un intérêt qu'il n'a jamais trouvé sous la Ve République. Ça s'appelle Conseil économique, social et écologique. Donc le CESE qui ne savait pas à quoi il servait sert finalement de béquille à Emmanuel Macron parce que c'est la seule réforme des institutions qui ne coûte rien, qui ne demande pas de réforme législative et qui repose en fait sur des moyens existants. Donc je fais un pari, mais c'est toujours risqué de faire des paris, qu'on va avoir des conventions à n'en plus finir, orchestrées par le CESE parce que toute autre réforme institutionnelle échouera. Sauf s'il essaie, à travers l'inscription de l'IVG dans la Constitution, d'avoir un vecteur sur lequel il y aurait une négociation. Mais Gérard Larcher est bien plus madré que lui là-dessus et n'a aucun intérêt à le voir à progresser là-dessus. Alors, il y a un autre outil, entre guillemets, en tout cas créé par Emmanuel Macron, c'est le Conseil national de la refondation. On écoute là-dessus. Je sollicite toutes les forces d'action et de bonne volonté, nos maires, nos élus, nos forces politiques, nos syndicats, tous ensemble. Je compte mieux les associer en relançant dès le mois de mai des coalitions et alliances nouvelles sur les bases solides du Conseil national de la refondation, au plus près du terrain. Et chacun d'entre vous avait un rôle à jouer. Il nous faut moins de lois, moins de bureaucratie, plus de liberté, d'action, d'expérimentation, de pouvoir d'initiative à l'échelle de nos vies. Oui, c'est cet élan national auquel je crois. Le Conseil national de la refondation. L'adjectif solide n'est peut-être pas celui qui nous serait venu spontanément à l'esprit, Pascal Perrineau. Non, en effet, étant donné ce qu'est aujourd'hui le Conseil national de la refondation, le CNR, vous vous rendez compte d'ailleurs utiliser ces 3 lettres, c'était vraiment audacieux, trop audacieux. Et il n'a aucune existence, ce Conseil national de la refondation. Donc là, le président sort de la naphtaline cette idée du Conseil national de la refondation, qui au départ avait un objectif tout à fait autre. C'était de montrer une fois de plus aux institutions représentatives classiques que voilà, elles jouaient un rôle, mais qu'elles pouvaient être challengées, comme on dit aujourd'hui, par ce fameux Conseil national de la refondation. Alors là, comme on dit dans le discours de la grande distribution, il positive ce Conseil national de la refondation et il relance ça pour habiller, au fond, ce en quoi il n'a jamais cru jusqu'à maintenant. C'est-à-dire l'organisation des forces vives, comme on dit, des corps intermédiaires de la nation pour aller plus loin sur des dossiers politiques. Mais y croit-il vraiment Oui, mais et l'a-t-il jamais fait? Voilà, et l'a-t-il jamais fait? Il l'a Si, au moment du grand débat, où là, il utilise le levier des maires, quand même. Voilà, on peut dire le levier des maires. De manière très communicationnelle, parce que c'est une grande opération de communication. Mais vraiment, les forces vives, les syndicats, les partis, les grandes associations
pour le dire vulgairement, c'est vraiment pas son truc. Ouais. Alors, et ça repose la question de la verticalité du pouvoir. Regardez ce sondage sur le côté autoritaire d'Emmanuel Macron. 61% des Français qui pensent qu'il est plus autoritaire qu'en 2017. Dans les traits de caractère que les Français prêtent spontanément ou prioritairement à Emmanuel Macron, est-ce que celui-là, l'autoritaire ou l'autoritarisme, ou l'autorité, si on essaie d'être un peu plus positif, vient souvent? C'est le principal. C'est le premier. C'est celui qui arrive en tête. En même temps, c'est la fonction qui veut ça, non, d'une certaine façon? Oui, sauf que quand on l'applique à Emmanuel Macron, on n'est pas sûr de ce qu'on mesure réellement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on mesure une forme d'autorité d'un responsable politique qui dirige le pays et en qui on a confiance, ou est-ce qu'on mesure un trait de caractère ou une tendance à brusquer un petit peu ses interlocuteurs, ce qui est plutôt une critique. Et au regard d'études d'opinion récentes, on penche plutôt de ce côté-là désormais. Il y a un deuxième aspect qui va avec ça, c'est que cette autorité, c'est effectivement une verticalité, mais c'est une verticalité qui n'est pas simplement une position de surplomb parce qu'il peut voir loin et anticiper ce qui arrive, c'est une position où il est coupé de sa base. Et la première critique qui est faite à Emmanuel Macron, c'est justement ça, c'est de ne pas comprendre ce que vivent les Français. On l'a vécu tout au long de la séquence. Tout au long de la séquence des retraites, on nous a dit qu'on avait un exécutif, à commencer par le président de la République, qui imposait une réforme sur quelque chose qu'il ne connaissait pas, parce qu'il ne connaît pas les Français, d'après les études qu'on fait évidemment. Et donc du coup, il ne peut pas comprendre ce que signifie pour les petites gens de travailler 2 ans de plus. C'est ça le fond du discours qui a été porté. Et c'est le trait d'image qui a le plus pâti de la séquence pour Emmanuel Macron. C'était d'ailleurs déjà son point faible, mais désormais, on est moins d'un Français sur 5 qui considère qu'il comprend les Français. Quand on est président de la République, ça peut être un problème. Ouais. Émilie ? Oui, justement, je me disais qu'il n'a pas beaucoup parlé de l'effet de l'inflation. D'ailleurs, il en a parlé un tout petit peu sur l'augmentation des revenus, mais c'est quand même le cœur des préoccupations à l'heure actuelle des Français et des Françaises. Et c'est vrai qu'il a fait complètement abstraction. Et ça, c'est un signal de dire je ne suis pas dans les préoccupations concrètes des uns et des autres. C'est compliqué. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce Sens Public spécial allocution du président de la République. Je vous dis à demain. 18h pour un nouveau numéro de cette émission. Et puis votre prochain rendez-vous avec la politique, ce sera dans la matinale. Clémentine Autain, députée La France Insoumise, qui sera l'invitée d'Oriane Mancini. Il sera 8h du matin. Belle soirée.